Voilà, Serge Duriavic va nous rejoindre. Bonjour à vous. Vous dirigez la plateforme Night Swapping, littéralement échange de nuit. Le troc, c'est le principe même de Night Swapping. C'est ça. En fait, on a des hébergeurs qui hébergent un autre hébergeur et quand ils l'hébergent, ils gagnent des nuits qu'ils peuvent après utiliser chez d'autres personnes. Donc on a inventé un nouveau marché qui s'appelle l'échange de nuit et qui permet de partir de façon économique, authentique et simple chez le particulier. On paye une inscription? Alors il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement. Les seules choses qu'on paye, c'est que lorsqu'on va chez un autre hébergeur, on paye des frais de réservation de 9,90 €, quelle que soit la durée du séjour. Alors Pascal Terrasse, en février, vous avez remis au Premier ministre un rapport et 19 propositions justement sur l'économie collaborative, domaine que vous connaissez bien. Question, messieurs, une question un peu centrale dans cette émission. Est-ce que cette économie collaborative, l'économie du partage, l'ubérisation, on entend aussi le terme, est-ce qu'elle sonne le glas du salariat? Pascal Terrasse. Ah non, je ne crois pas. Je vais participer d'ailleurs prochainement à un colloque qui est organisé par un grand quotidien national sur ce thème, la fin du salariat. Je ne le crois pas. Vous savez, en France, 90% des travailleurs sont des salariés. Passer de 90% à 5%, je n'y crois pas. Mais vous dites aussi que l'indépendant pourrait devenir la norme. L'indépendant peut devenir la norme parce que je pense qu'il y aura demain de plus en plus de travailleurs indépendants. C'est une réalité. Et la question qu'il faut se poser, c'est pas tant de pousser les gens vers la nature d'un contrat d'indépendance, c'est cette capacité qu'a la puissance publique à accompagner d'une manière sociale ces travailleurs indépendants. C'est-à-dire, en gros, comment ils sont protégés. Je suis un petit peu d'accord avec M. Terrasse, c'est qu'on ne va pas assister à la fin du salariat, mais par contre, c'est vrai qu'on assiste à un engouement pour l'auto-entrepreneuriat, du fait que c'est plus compliqué pour accéder au salariat et qu'effectivement, entreprendre, ça fait rêver d'avoir sa micro-entreprise et qu'aujourd'hui, il y a un écosystème, il y a un environnement qui permet de plus facilement de pouvoir créer sa propre entreprise. Et vous dites même que l'environnement, et ça m'a étonné quand on a préparé cette émission, on dit en France l'environnement est plutôt favorable. Complètement, mais il est de plus en plus favorable et je suis surpris parce que, pas surpris, mais émerveillé par le fait qu'il y a des incubateurs, des accélérateurs, l'écosystème bancaire, l'écosystème régional avec la BPI, avec la région, permet à des jeunes entrepreneurs, et j'en fais partie, de pouvoir accéder à l'entrepreneuriat. La région est bien placée sur ce domaine-là, la ville de Lyon également. Oui, mais moi je voudrais d'abord dire que le mot entrepreneur est un joli mot. C'est un mot français. Moi, je suis très attentif à la langue française. Vous répondez à une polémique qui était née aux États-Unis sur le fait que ce mot n'existait pas, soi-disant, dans notre langue. Oui, et le mot entrepreneur est très important. Moi, je suis issu d'une famille de travailleurs indépendants. Et pendant très longtemps, on a expliqué qu'avoir un parent artisan, commerçant, c'est pas bien. Non. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lancent. Parce qu'il est quelquefois plus facile pour un jeune de trouver des clients que de trouver un emploi. Et donc, il faut que cet écosystème soit accompagné. Et je crois aujourd'hui que la France, plutôt par rapport à d'autres pays européens, que je vérifie ce qui se passe un peu de partout, on fait ce qu'on appelle un peu de benchmarking, la France est plutôt en avance sur ce modèle. Je vois apparaître Blablacar, KissKissBankBank, La Ruche qui dit oui. Tous ces opérateurs que je connais bien, qui ont de véritables plateformes aujourd'hui, exportent leur savoir à l'étranger. Lyon, la région Rhône-Alpes? Oui, alors Lyon, la région de Rhône-Alpes aide beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent. Après, il faut faire attention. Il y a un petit côté miroir aux alouettes. Voilà, on entreprend. On peut devenir Airbnb derrière un ordinateur. Donc, il faut faire attention à ça. C'est que réfléchir d'être entrepreneur, c'est une décision qui doit être bien pesée. Parce que, elle est effectivement compliquée peut-être à assumer au fur et à mesure du temps. Mais il y a une vraie volonté, en tout cas, d'entreprendre. En février dernier, vous faites 19 propositions sur des domaines relativement larges. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Il y a déjà Parce qu'il devait y avoir un projet de loi sur la nouvelle orientation économique, finalement. Donc il devait y avoir le projet dit Macron 2, nouvelles opportunités économiques. On sait que ce projet a disparu de la circulation. Un certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre de la loi El Khomri, République numérique, notamment sur les plateformes et leur capacité à assurer la bonne notation. Là vous dites il faut en gros une plateforme indépendante, c'est ce que je comprends, qui permette d'avoir une notation qui soit impartiale. Qui soit impartiale et puis surtout une standardisation de la notation, de manière à ce qu'on puisse comprendre ce qu'on dit lorsque l'on parle de notation. Vous êtes d'accord avec cette proposition? Je pense pas que ce soit prioritaire justement de s'assurer si les notations sur les sites sont vraiment parfaites. Effectivement, je pense qu'on peut aller dans cette notion d'avoir un organisme indépendant qui vérifie les choses, mais je crois pas que ce soit le cœur des problématiques, on va dire. Pourtant, c'est une donnée importante dans vos propositions. 80% des achats sur Internet se font grâce à la notation. 70% des notations sont fausses aujourd'hui. Parce qu'on peut acheter des notations, l'irréputation, c'est quelque chose dont chaque spécialiste sait faire aujourd'hui.
des notations sur des hôtels, sur des restaurants qui n'existent pas, des hôtels qui n'ont jamais ouvert. Et donc on sait que cet écosystème aujourd'hui est très lié au consommateur. Si le consommateur n'a pas confiance, eh bien l'écosystème disparaît. Et donc il faut que les plateformes comprennent qu'elles ont intérêt à protéger leurs consommateurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas dans le monde collaboratif, la confiance est indispensable. Il y a la communauté, il y a le partage, mais la confiance est indispensable. Donc après, nous sur notre site, on met un certain nombre d'éléments comme tous les sites, voilà, vérification, modération, carte d'identité, paiement bancaire, pour justement arriver vers le risque zéro. Et effectivement, les commentaires en font partie. Après, c'est dans l'intérêt d'une plateforme comme la nôtre de pouvoir mettre des choses qui sont réelles, puisque si à court terme on ment, à moyen ou à long terme la plateforme justement palliera d'un manque de confiance. Donc, Serge Eric, je voudrais vous faire réagir à une proposition de Pascal Terrasse qui dit l'État devra exiger que les grandes plateformes déclarent automatiquement les revenus de leurs utilisateurs comme les banques avec les revenus du capital. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est dans l'intérêt de l'État de vouloir le demander, ça permettrait de simplifier les choses. Après, il faut voir l'intérêt de la plateforme, si elle a intérêt à le faire. Donc, j'ai envie de dire que il y aura une autorégulation qui va s'exercer. Après, il faut voir comment on se comporte par rapport... Autorégulation, vous pensez qu'on peut s'autoréguler? J'ai pas l'impression que vous partagez cette Je pense que l'État a envie de simplifier, c'est normal. Mais ce que je crois d'abord, c'est bien distinguer ce qui relève d'une activité qui va dégager de la valeur ajoutée, de la plus-value, et donc qui doit être soumise à la fiscalité, qui ne l'est pas aujourd'hui. La réalité, c'est que vous avez des gens qui ont fait profession de la location d'appartements, par exemple, mais qui ne paient aucun impôt. On le sait. Donc là, l'État doit faire payer les impôts parce qu'on est dans une concurrence déloyale, sinon ça ne peut pas marcher. Et puis, il y a ensuite ce qu'on va appeler le partage. Et je pense que monsieur est dans une entreprise qui ressemble un petit peu à Blablacar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, parce qu'il y a de l'échange. On va échanger une chambre avec une autre chambre. Donc là, on ne crée pas de la valeur. Et donc là, il n'y a pas besoin de fiscalité. Donc moi, ce que j'ai demandé, c'est l'inscription par Bercy de rescrit fiscal pour dire, voilà, vous devez payer, vous ne devez pas payer. Et si on doit payer, les plateformes avec leurs algorithmes, très rapidement, peuvent envoyer ces informations directement à Bercy. Réaction ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans l'intérêt de l'État de vouloir le faire. On a envie de tout cadrer. C'est comme le débat entre les cartes bleues et l'argent liquide. Voilà, on a envie d'avoir un tracé de tout ce qui se passe. Après, effectivement, je pense qu'il faut savoir différencier le professionnel du particulier, la personne qui arrondit ses fins de mois, à celui qui est professionnel et qui à travers une plateforme trouve un moyen pour... Est-ce que ça peut ralentir le développement de cette économie ? Non. Dans tous les cas, l'entrepreneur, cette économie, elle est très affûtée et très rapide. Donc, on met un système en place et derrière, il en dégage quelque chose. Après, toujours, l'entrepreneur est toujours bienveillant et a envie de faire bien les choses. Il n'a pas envie de squeezer un système. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans l'économie collaborative, dans le web, c'est que ça va très vite et que ça trouve peut-être une faille à un problème, mais jamais dans le sens négatif, mais toujours dans la volonté d'accélérer les choses. Mais pourtant, aujourd'hui, on assiste bien, messieurs, à une forme de professionnalisation de ce secteur. On voit bien qu'il y a des enjeux financiers qui deviennent considérables, il y a une véritable industrialisation, si je puis dire, de l'économie collaborative. Sur les brocantes, moi, je lisais un certain nombre de choses et je trouvais que c'était... Voilà, sur les brocantes, en fait, pareil, il y a des professionnels, des particuliers. Ça a toujours existé, cette notion de... Voilà, il y a une niche, il y a un environnement qui se crée, et puis il y a des gens qui en profitent, d'autres qui l'utilisent, et après, la volonté de l'État de réguler tout ça. En tout cas, je pense qu'elle est... C'est très juste, c'est-à-dire que l'économie collaborative, en réalité, ne crée pas grand-chose. Parce que sa plateforme, c'est l'échange de chambres. Mais ça a eu existé, j'imagine, dans le passé, ça a toujours existé. Sauf qu'on passe à un système qui s'industrialise grâce à la désintermédiation de la nette économie. Exactement. Et donc, quelqu'un qui loue des appartements en Ardèche, les gîtes ruraux existent depuis toujours. Mais, sauf que maintenant, vous avez des particuliers qui peuvent louer leur maison, ça s'appelle Airbnb, et soit vous êtes dans un cadre professionnel, soit vous arrondissez un peu aux fins de mois, et jusqu'à présent on dit allez, 5 semaines c'est gratuit. C'est une économie qui est extrêmement variée, je veux dire, parce qu'on parle à la fois de multinationales, quasiment d'économie collaborative, et puis de sites qui sont quasiment des associations à but non lucratif. Alors on vous a posé la question cette semaine, est-ce que l'ubérisation de la société, donc l'économie collaborative, est-elle une chance? Et on a choisi 2 réponses avec Philippe Bette. Non, si l'on veut protéger le modèle économique et social français, l'ubérisation nous plonge dans l'hypercapitalisme. Oui. Donc c'est une chance, de nombreux jeunes peuvent trouver du travail grâce aux plateformes numériques. On a beaucoup repris dans votre rapport cette expression, le collaboratif ne doit pas être une zone de non-droit.
Bien sûr. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est évident. Et attention, parce que le terme ubérisation, ça veut rien dire. Moi, je hais ce terme. Je dis en gros, mais je le savais. C'est de la folie. L'ubérisation, c'est financiarisation, c'est grand capitalisme. Enfin, je sais pas qui a parlé là, mais on est dans la grande débilité. Pardonnez-moi de le dire. La réalité, c'est que dans toute l'histoire contemporaine et industrielle, on a eu ces mouvements un peu ludites, c'est-à-dire des gens qui se sont toujours opposés au progrès, en disant en gros, voilà. Mais Airbnb, c'est 40 milliards de valorisation. Oui, boursière. Oui. Oui, mais moi je plains ceux qui ont mis beaucoup d'argent sur Airbnb parce que vous avez des modèles aujourd'hui économiques où Airbnb est plus valorisé aujourd'hui qu'Hyatt et Accor réunis. Il n'y a rien derrière. Demain, un État dit en gros je ne veux plus d'Airbnb chez moi, c'est possible. L'action d'Airbnb se casse la figure, donc il faut faire attention entre les valorisations boursières, c'est-à-dire un écosystème potentiel, et la réalité, c'est-à-dire que toutes les plateformes demain ne seront pas des grandes licornes. Le modèle économique, c'est une obsession permanente pour Knowledge Swapping. Vous ne gagnez pas d'argent pour l'instant. Vous avez lancé le site il y a 4 ans. Vous ne gagnez pas d'argent. Exactement. Non, mais ce qu'on recherche d'abord, c'est déjà à autofinancer notre plateforme. Après, si on peut en gagner, l'idée aussi, c'est toujours d'apporter le meilleur service. Donc, quand on gagne de l'argent, l'intérêt, c'est de toujours améliorer sa plateforme, toujours apporter le meilleur service. Sinon, il y a un concurrent qui fera mieux que vous. Après, voilà, on met en exergue 2-3 sociétés qui font rêver ou en tout cas qui font débattre. Après, la réalité, elle n'est pas comme ça. C'est qu'en fait, il y a des plateformes collaboratives qui ont des bonnes idées. L'économie collaborative existe depuis longtemps et notre volonté est plutôt d'apporter une solution nouvelle aux consommateurs en fait. Et une de votre obsession, c'est d'avoir cette fameuse masse critique. Vous pouvez nous expliquer, vous avez 250 000 membres aujourd'hui, et vous en faudrez combien pour atteindre cette masse critique? On le sait pas parce qu'en fait le jour où on le saura, le jour où ça marchera vraiment, on pourra dire le bon chiffre. On peut l'estimer, on va aujourd'hui à peut-être 1 million de personnes, mais on n'atteint jamais la masse critique. Et ça c'est une obsession pour l'ensemble des plateformes, atteindre une masse suffisante pour pouvoir qu'elle génère son propre business d'une certaine manière. Le collaboratif, c'est du peer-to-peer des consommateurs entre consommateurs. Du pair à pair, hein, voilà, exactement. Donc s'il n'y a pas d'offre, il ne peut pas avoir de demande. Et l'offre, c'est le client. Donc il faut avoir des membres qui participent à votre communauté. D'ailleurs, vous avez des modèles américains qui sont bien réfléchis, où au fond, ils offrent des services pour capter la donnée, pour ensuite vendre ces données à des opérateurs comme les vôtres. Aujourd'hui, chaque Français qui utilise Google, qui utilise Facebook, ne sait pas qu'il contribue indirectement à l'enrichissement de ces sociétés. Chaque jour. Serge Révé, est-ce que l'État en fait assez aujourd'hui? Est-ce que les pouvoirs publics devraient être plus offensifs sur ce domaine? Moi, je pense que le gouvernement réagit plus ou moins vite par rapport aux difficultés d'identifier, d'auditer, de mettre des lois. L'économie va très vite. Et je trouve que l'État réagit plus ou moins bien. Et c'est vrai que quand je lis ce que vous proposez, je trouve que ça va dans le bon sens. On n'est pas dans l'extrême. Pascal Terrasse est député, il n'est pas ministre des Finances encore. Ouais, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, voilà, nous, en entrepreneur, on se pose pas de questions entre le député et le ministre. On avance et puis après, voilà, on voit un gouvernement qui agit. En tout cas, il y a une volonté du gouvernement d'encadrer les choses et ça me paraît normal. Après, voilà, l'économie va très vite et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est le citoyen qui prend le pouvoir. Et ça, c'est pas mal. Ça va très vite et c'est le citoyen qui décide des choses. Après, charge aux sociétés de bien négocier avec le gouvernement pour que tout le monde soit gagnant, mais finalement, le peer-to-peer a l'avantage de remettre les citoyens entre eux et de rediscuter et de définir eux-mêmes les règles. Et l'État d'arriver en tant qu'arbitre pour voir si finalement il y a des décalages entre les gens. Oui, c'est très important ce que vous dites. D'abord, le rapport que j'ai produit a plutôt été bien accueilli par la profession parce que j'ai beaucoup travaillé avec la profession. Premier rapport parlementaire collaboratif, j'ai ouvert une plateforme pour que chacun puisse s'exprimer. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'idées. Cette économie est en devenir, elle est nouvelle. Vous savez, le temps politique et le temps économique, c'est deux choses qui sont différentes. Mais quand on prend le temps numérique, alors là, on est sur l'anticipation, on est au-delà. Et donc, quand je propose un observatoire de l'économie collaborative au niveau européen, c'est pour que les responsables politiques n'attendent pas que les choses se passent, mais anticipent les grandes données. On sait qu'en tant que prospectiviste, ce qui va se passer demain, notamment la perte d'emplois, le numérique va faire perdre des emplois. Et on estime quoi? J'ai vu 500 milliards, hein, ce que pourrait représenter l'économie. Mais c'est vrai que moi je trouve que l'État a raison de s'intéresser aux startups parce que les startups sont un véritable laboratoire de ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Donc en allant regarder et en auditant les petites pépites qui sortent, vous savez ce qui va se passer dans 2-3 ans. Donc ça permet justement à l'État de mettre en œuvre des choses comme ça pour pouvoir appréhender le futur. Merci Serge Révic d'être venu sur le plateau de Dimension Politique. Pascal Terrasse, merci beaucoup aussi d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, la semaine prochaine...